Téléimage, encore une fois, le plaisir de rencontrer un officiel du gouvernement haïtien, puisque à New York, cette semaine écoulée, c'était la délégation haïtienne, ayant à sa tête le président de la République lui-même, le président provisoire, M. Jocelyn Privert, et certainement ses ministres, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères, qui est avec nous aujourd'hui sur notre plateau. On va discuter de la raison de cette visite, de la visite de la délégation, et particulièrement la raison de la visite de notre invité, le ministre des Affaires étrangères, M. Pierrot Deliane. Aujourd'hui, c'est une interview intéressante. Déjà, maintenant, nous-mêmes qui regardons à travers le monde, qui branché, nous-mêmes qui regardons sur le réseau câble et téléimage, Rally Chaise Bano, nous prenons le temps des ministres des Affaires étrangères qui parlent parler. Et une intervention que tu as fait d'ailleurs dans Manhattan, dans les Nations Unies, c'est sous affaires réfugiés, immigrants. Et nous connaissons qui genre sujet ça d'actualité, nous connaissons problème d'immigration, qui genre lié. Voilà, la personne en question est avec nous. C'est un plaisir d'avoir avec nous sur le plateau téléimage ici à Manhattan, eh bien, le ministre lui-même, ministre des Affaires étrangères, M. Pierrot Deliane. Bonsoir, Monsieur le ministre, bienvenue. Et bonsoir, je salue Téléimage et surtout à votre personne. Un vrai plaisir. Et vraiment, je vous remercie d'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler de cette semaine mémorable qui est annuelle aux Nations Unies. En effet, c'est la 71e Assemblée et généralement tous les chefs d'État viennent exposer la situation de leur pays, parlent de ce qu'ils pensent être le monde. C'est beaucoup plus spécial et cette année parce que c'est le départ du secrétaire général après ces 10 années de fonction. D'accord. Et monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon, qui laisse, et cette année, on aura les élections, comme vous le savez. Et aussi, autre événement, c'est que Haïti, on a participé en faisant valoir des grands points d'ordre général, d'ordre spécifique aussi. Okay. Parce que comme vous savez, Haïti est un des membres fondateurs des Nations Unies et on a eu aussi des ambassadeurs de renom, ici notamment Émile Saint-Lô et d'autres qui ont fait valoir la cause des pays de l'Afrique, l'indépendance des pays africains et aussi de certains grands sujets comme l'apartheid et tout ça, qu'on a été vraiment le pays qui a mené beaucoup de luttes au niveau des Nations Unies. Très bien. Mais pour cette année, effectivement, on a eu une très grande délégation et dirigée par le président de la République et M. Jocelyn Privert, accompagné de différents ministres, et moi-même, ministre des Affaires étrangères et des cultes, le ministre de la Justice, Camille Junior-Edouard, et le ministre de l'Économie et des Finances, M. Yves Bastien, en plus du staff de la mission permanente avec l'ambassadeur Régis. On a eu aussi notre ambassadeur à l'OEA qui nous a accompagnés, aussi bien que l'ambassadeur qui se trouve à Washington, M. Altidor. Très bien. Donc, c'était une délégation assez imposante et moi-même, je suis rentré bien avant parce que mon intervention a été avant le président de la République. C'était pour traiter le droit des migrants et parce que, comme vous savez, c'est un sujet d'actualité au pays. Ensuite, le président a été l'invité, enfin comme beaucoup de présidents, mais l'invité spécial du président des États-Unis et M. Obama, mercredi soir, et ils ont traité de la question haïtienne en chef d'État. Il y a eu aussi l'intervention du président de la République le vendredi dernier qui a fait écho. Très bien. Et pourquoi? Parce qu'il a abordé les grands thèmes d'ordre général comme les ODD. Il a aussi abordé les éléments ayant trait à la souveraineté du pays et des grandes valeurs véhiculées au pays. Il a aussi abordé le problème des élections et il a aussi abordé le problème de migration tenant compte des difficultés rencontrées au niveau du pays et au niveau de la situation de collaboration qui a existé. Il a aussi eu à faire des rencontres avec le secrétaire général adjoint et en charge du maintien de la paix et un entretien de plus de 45 minutes où vraiment la question haïtienne a été abordée en profondeur et le président a fait valoir les grandes orientations du gouvernement de la République, de son gouvernement, en référence aux différents accords, notamment l'accord du 5 février et des dispositions prises par le gouvernement en vue d'arriver aux élections qui est très bientôt, qui est dans moins de 15 jours. C'est ça. Et ça a été vraiment retenu. Ensuite, on a eu une réunion des pays de la CARICOM. Encore une fois, le président a intervenu après la Guyane, qui est le président de la CARICOM, et sur la situation du pays. Et vraiment, on a fait valoir tous nos droits.
en 2 fois, on a rencontré le secrétaire général sortant, M. Ban Ki-moon, et l'un des grands faits de cette 71e Assemblée, le secrétaire général a reconnu que le choléra a été amené au pays. Tout à fait, c'est Et il a une reconnu victoire. aussi qu'il fallait, et en principe, la responsabilité morale des Nations Unies et des dispositions qui devront être prises en vue d'enrayer ce mal qui n'a pas existé au pays depuis plus de 120 ans. Et comme vous savez, on a eu beaucoup de nos frères et sœurs qui sont morts à partir du choléra. Après l'appui toujours, on a toujours des difficultés. Mais les Nations Unies se sont engagées à aider le pays à enrayer ce mal, en fait, comme on dit, le mal qui répond à la terreur. Bien, je peux vous dire qu'on a eu une semaine très, très chargée. C'est ce que Et je vois. moi, personnellement, pendant 2 jours, j'ai participé à plus de 5-6 réunions par jour, et aussi bien les collaborateurs de la mission qui ont aussi lourdement travaillé, et du consulat également présent ici. Parce que quand c'est la semaine des Nations Unies, eh bien, c'est la concertation entre le staff du ministère qui reste au pays, le cabinet technique du président de la République qui reste au pays, et aussi le cabinet, en principe, ici. On a eu cette année l'opportunité d'avoir la secrétaire générale de la primature, le docteur Ménager, qui nous a honoré de sa présence, de sa participation dans beaucoup de séances ayant trait au rapport que l'on a. Il y a eu aussi, en ce qui me concerne, des réunions au niveau du CELAC, dont nous faisons partie, et aussi des pays de l'AEC, et aussi au niveau du CARICOM. Je peux dire que ça a été une semaine très, très chargée, et aussi tous les grands thèmes d'action que le gouvernement s'est engagé au niveau de la politique extérieure a été mené par le président de la République et votre serviteur, et ainsi que les ambassadeurs qui étaient présents et les cadres de la mission et du consulat présents. Très bien. Une grande tournée, très fructueuse, je présume, et puis une grande délégation. Avant d'y venir à la délégation et à ce que vous avez exécuté, au fait, vous venez de dire dans les faits relatés, un petit résumé au fait, hein, merci pour faire ça, et de cette visite de la délégation. Donc, président privé, président provisoire, rencontré vrai, pour tout bon vrai, avec le président Obama. D'après j'en parlais là. Parce qu'il semble que sur certains réseaux et certaines... Peut-être parce que nous, là, tout pour nous laisser éclaircir ces questions. Donc, ils se sont rencontrés, les deux homologues se sont rencontrés. Soir, et les deux présidents des deux pays souverains se sont rencontrés. Très bien. Bon, l'usage veut que le président Obama invite les chefs d'État présents aux Nations Unies, en principe, à un dîner spécial. Et le président Prévert, invité au dîner, c'est le président de la République, a été accompagné de son épouse, et le docteur Prévert, et pour participer à cette séance. Bien entendu, ils ont eu un aparté. Et l'aparté, généralement, comme vous savez, avec 50 chefs d'État, c'est un aparté qui dure entre 3 et 5 minutes. D'accord. Et cet aparté a eu lieu entre le président de la République d'Haïti, et M. Jocelyn Prévert, et le président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama. Très bien. Une aparté, évidemment, c'est un privé. Alors, on ne va pas demander de quoi est-ce qu'ils ont discuté, mais c'est sûr et certain. Bon, on a discuté des thèmes que vous savez, d'autres universels, généralement. Les élections, par exemple. D'abord, les relations d'amitié qui existent entre les deux pays et que les deux souhaitent maintenir. Et le président Obama est en fin de mandat et le président Prévert a un mandat spécifique et ponctuel qui, les deux mandats se terminent plus ou moins à la même époque. Tout à fait. Par exemple, nous autres, c'est les élections. Bien entendu, le président Prévert a abordé la question des élections en réponse à la question posée par le président Obama. Je peux vous dire que les élections cette année, ce sont les premières élections faites ainsi dans les annales du pays. Intéressant. Ce sont des élections totalement réalisées avec des fonds de la République d'Haïti. Vous savez que les dernières élections, il y a eu certaines difficultés et le pays devait se trouver le 7 février sans président. Il y a eu un accord et le président Prévert a été élu au 2e degré. C'est-à-dire que ce sont ses pairs sénateurs qui l'ont élu pour un mandat bien particulier, celui de faire des élections
de 90 jours, bon, tenant compte du mandat avec les certaines contraintes pendant 120 jours. Okay. Bien entendu, on peut, connaissant l'histoire du pays, comme vous le savez, et des élections, on savait que pertinemment, ça ne pourrait se faire ainsi. Et le président ayant été nommé, ayant été élu, a fait une déclaration avant la fin du 14 juin demandant à la Chambre de se réunir pour statuer de la situation. Vous savez que la nature a horreur du vide et le pays ne saurait être sans chef d'État. Il a fallu remplir ce vide. Bien entendu, il y a eu une première réunion de l'Assemblée nationale à voter. Deuxième réunion à voter. Troisième à voter. Quatrième à voter. Et bien entendu, après 4 essais de la sorte, il ne fallait pas laisser la barque de la République sans gouvernail. Et c'est ainsi que le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions en référence au mandat qui lui a été donné. Tel mandat sont les élections. Et bien entendu, le Conseil électoral a été institué et établi. Et au niveau du secteur politique national, ayant contesté les élections, une commission d'évaluation a été établie. Cette commission d'évaluation, composée de 5 citoyens totalement indépendants, après l'analyse des données, ont conclu que le taux de fraude étant tellement élevé qu'il fallait refaire les élections au niveau de la présidentielle. Bien entendu, le rapport ayant été remis au président de la République, qui lui-même l'a transmis au CEP. Très bien. Et le CEP a pris toutes les dispositions en vue d'établir un calendrier électoral, d'établir aussi un budget. Au niveau du calendrier électoral, c'est-à-dire que le processus a démarré. Et tous les mentors des partis politiques, tous, ils ont été s'inscrire pour participer aux élections. C'est ce qu'on a remarqué. Et ils sont maintenant en pleine campagne, carrément. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu aussi qu'il y avait des difficultés au niveau des élections antérieures, ce que, vous savez, la communauté nationale n'avait pas accepté. Et étant dans une crise économique due à la baisse du pétrole et tout ce que vous savez, et là maintenant, le pays, on a eu certaines difficultés, mais on a affronté cette crise. Quand, et au niveau du Conseil des ministres, la décision a été prise d'avoir des élections indigènes sous la conduite du président de la République. Une commission a été créée avec le ministre des Finances et toutes les dispositions ont été prises. Le budget proposé par le CEP pour un montant de 55 millions de dollars, ce budget a été en principe honoré à partir des fonds nationaux. Bien entendu, jusqu'à présent, il y a eu 25 millions de dollars qui ont été décaissés pour la première partie des élections. Okay. Donc, des fonds qui sont, on nous dit bien, pour nous comprendre, fonds qui sont en dedans, qu'est-ce l'État. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure que c'est une première dans l'histoire. On va y venir. Revenons plutôt, on faut-il aller en arrière, revenons sur votre présence ici à New York, les Nations Unies, tout ça. On va certainement passer peut-être un extrait de votre intervention au niveau des Nations Unies. Et puis, un peu plus tard, on va revenir sur les élections. Et puis, bon, on va vous demander personnellement votre impression. Qu'est-ce qui va se passer le 9 octobre? On sait déjà, les élections sont lancées, on est en pleine campagne. Les différents acteurs sont déjà en train de montrer ce qu'ils peuvent faire, et puis on verra le 9 octobre ce qui va se passer. Nous sommes avec le ministre des Affaires étrangères, c'est important pour nous autres, puisqu'on a beaucoup à dire, surtout sur le thème que vous avez développé au niveau des Nations Unies. On va voir pendant cette semaine aux Nations Unies ce que le ministre lui-même a eu à dire, ce qu'il a eu à présenter. La thématique, c'était l'immigration. Le droit des migrants, c'est ça. L'immigration. C'est ça. Bon, comme vous savez, Haïti est un pays d'immigration. Ouais. Et les premiers habitants de l'île, c'est-à-dire que 3000 ans avant Jésus-Christ, on s'est sorti du golfe du Mexique. Okay. Ensuite, on a eu d'autres à venir et nos ancêtres, les Africains, c'est après la découverte, sont arrivés. Donc, c'est un pays d'immigration et d'émigration aussi, la République d'Haïti. On a eu des grands mouvements d'immigration et aussi on a eu des grands mouvements d'émigration aussi. Ouais. Donc là maintenant, le pays ayant une certaine stabilité fonctionnelle et a eu certaines difficultés les dernières années. Ouais. Et là, ce qui a apporté maintenant une nouvelle migration. Avant, c'était la migration vers l'Europe. Des Européens venaient en Haïti et les Haïtiens allaient en Europe. On a eu un grand flux d'immigration vers l'Amérique du Nord. On a eu aussi un grand flux d'immigration vers les pays d'Afrique nouvellement indépendants.
Bon, c'était des professionnels, des médecins, professeurs et tout ça. Tous, ils ont contribué au développement du continent mer. Ensuite, on a eu aussi, comme le Canada, vous savez, mais la dernière migration qu'on a vue, c'était vers l'Amérique du Sud. On a eu, bon, la migration en République dominicaine et des Antilles, mais je peux vous dire que la 1929 a été une date charnière au niveau de l'immigration haïtienne. Avec le développement des usines sucrières, tant à Cuba et en République dominicaine, ces grandes usines sucrières, en accord avec le gouvernement des États-Unis, ont conclu qu'il fallait une main-d'œuvre spécialisée et ils ont proposé la main-d'œuvre haïtienne. Cette migration a commencé en 1929. On a eu nos frères qui ont été à Cuba pour les usines. On a eu d'autres aussi qui ont été en République dominicaine. Donc, ces deux grands pôles d'immigration ont été, au début du siècle, les plus importants. Après, vers les États-Unis, vers le Canada, comme vous le savez, mais les derniers en cours, c'est vers Nassau aussi, les derniers en cours, a été vers l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'était à partir de l'Eldorado brésilien. En effet, le Brésil, avec les grands travaux, avec une économie assez florissante, a fait appel à des jeunes cadres. Eh bien, en moins de 5 ans, on a eu plus de 50 000 de nos compatriotes à vivre à Sao Paulo et d'autres villes du Brésil. Mais, 50 000, vous dites 50 000. 50 000 à moins de 5 ans, donc 50 000 de nos compatriotes se trouvent... Tout à fait. Et à Sao se sont déplacés pour aller au Brésil. Pour aller au Brésil, où ils ont travaillé à Sao Paulo, à Rio de Janeiro et tout ça. D'ailleurs, ce qui a motivé le gouvernement de la République d'ouvrir un consulat à Sao Paulo pour leur offrir les services. Maintenant, avec la crise qu'il y a eu au Brésil, on a noté une certaine mutation au niveau de l'immigration. Et là, on a vu qu'un pays comme le Chili a reçu beaucoup d'immigrants. Un pays comme l'Équateur également a reçu beaucoup d'immigrants haïtiens, tous des travailleurs. La seule chose qu'on peut voir, c'est que ce sont des jeunes haïtiens qui ont été travailler là-bas. Et de la migration haïtienne, ce qu'on peut déduire, c'est que ce sont des gens compétents qui vont travailler. Et par exemple, je prends le cas au Chili, on faisait la référence des 30 000 qui sont au Chili. On n'a pas noté un Haïtien en prison. C'est dire que ce sont des travailleurs qui ont cherché la vie. Et puis ensuite, l'autre remarque que l'on a fait, c'est qu'en pile là-dedans, le matin, c'est ouvrier de la construction, après-midi, c'est universitaire. Donc maintenant, avec la crise mondiale, c'est-à-dire qu'on a connu une autre migration, c'est-à-dire que c'est la remontée vers les États-Unis. On va y venir, M. le ministre. Juste avant que nous avons une idée de présentation dans la tribune des Nations Unies, nous allons aller là, grâce certainement à un collaborateur, Gary Altidon, nous allons regarder l'intervention au niveau des Nations Unies, côté qu'on a développé thème ça, justement, la migration. À nous suivre. The Minister of Foreign Affairs of Haiti to make his statement. Merci beaucoup. Thank you kindly, Mr. President, ladies and gentlemen, foreign ministers, ladies, gentlemen, heads of delegations, ladies, gentlemen, delegates, ladies, gentlemen. At the outset, I would like to warmly congratulate the president of this session focusing on the root causes of mass flows of refugees and migrants. I believe that your experience and your competence already constitute a ticket to success. I would like to commend the work achieved by the Secretary General. He has always granted sustained attention to effective management of refugees and migrants and displacements. He encouraged states to undertake more expeditious measures to tackle this. Along the same lines, I welcome the decision of the United Nations leadership to ensure that this meeting includes the participation of representatives from the community of migrants and refugees. They are spokespeople for more than 244 million human beings who have been afflicted by this complex and multidimensional phenomenon of displacement from their native lands. Ladies and gentlemen, it is well known that migration is a phenomenon. It is economic,
political, cultural, and social and global phenomenon. It assumes various forms based on the eras, countries, and historic circumstances. The human being has always felt the need to move, most frequently to address the human being's most immediate material needs. Here we are talking about voluntary migration. There is forced migration as well, and involuntary migration. For example, America, in its present form, is the fruit of voluntary migration and forced migration. Indeed, Europeans, Africans, and Asians, at various junctures in history and under various circumstances, began to populate the continent. Beginning 1960, we observed an inverse pattern of migration. It was nationals from American states leaving their countries of origin to reach long-standing European cities. There is also inter-American migration. This is characterized by migration of natives from certain countries in America to other countries in America. From another standpoint, there's intra-Caribbean migration. These are migrants of countries and states in the Caribbean region. They move to other territories and regions, and they establish themselves there, seeking better lives. Presently, there are migrations in various regions, from interregional migration, intercontinental migrations with various specific features. The recent wave of migrants from the Mediterranean to Western Europe shows that this is a circular movement. There are political and economic facets to this. It is especially political realities of a state or group of states in a geographic condition, as well as socioeconomic conditions related to these realities. These frequently push people out, resulting in migration. These include hunger, war, the quest for jobs, political religious conflict, natural disasters such as hurricanes and earthquakes, and vocational training and education in universities. Alongside this, these push factors, there are also factors of attraction which encourage people to enter other cities. The world has become a small village. There are new communication technologies. This brings people closer together. Villages, states, and communities become closer together. Individuals are increasingly well informed about realities in certain countries. Consequently, they are willing to embark on an adventure, to migrate, and they hope to change their conditions of existence in the country of destination. These migrants, through their work and their bravery, contribute to the development to countries of destination. Indeed, migration contributes to the bringing together of peoples and the enrichment of cultures and civilizations. Sir, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I inform you that the Haitian state last year crafted a guiding framework for migration policy for the 2015-2030 period. This document is based on respect for human rights and implementation of appropriate measures to make migration a possible choice and not a necessity at any cost. The government of the Republic of Haiti is committed to delivering on the goals which are enshrined in this framework document. Haiti, and we cannot state this enough, is a country of immigration and emigration. Like other countries in the American continent, initially this country was comprised of descendants of migrants, having come from Europe and Africa, from migration which prevailed in the Americas during the 16th, 17th, and 18th century. Subsequently, in the late 19th century, Haiti received refugees and migrants, especially from the Middle East. On the other hand, Haiti became one of the many countries of emigration in the early 20th century. Many peasants traveled to work in sugar plantations in Cuba and the Dominican Republic. Haitian migration continues to this day in countries of the Caribbean, the U.S., Canada, and Latin American countries. This means that the migration issue has become an overarching theme of Haitian foreign policy. In this regard, the government of the Republic of Haiti attaches
particular importance to Haitian migration. The government is working strenuously to establish conditions of life that are favorable for people to remain, for people who are committed to their country of origin and their culture. For this reason, it is important for the country to have greater means and more opportunities so as to implement the socioeconomic development program. In this regard, I'd like to stress that the categorization of Haiti as a highly indebted poor country, a HIPC, is a heavy burden. It deprives our country from access to various sources of foreign funding. Given the low level of domestic resources and the significant drop in foreign contributions, we are facing new economic problems. These significantly undermine our economic stability and thereby foster migration. In this context, development funding is urgent. The government of the Republic of Haiti is attempting to tackle this problem by increasing domestic revenue, by mobilizing all potential external aid flows, and by increasing investment in the private, national, and international sector. It would be even more beneficial if Haiti could gain access, prompt access, to international credit. More than ever before, Haiti needs the necessary funds to generate revenue and employment. This will have multiplying effects at the large scale, and it will enhance growth and improve the modernization of our country. Sir, ladies and gentlemen, during previous high-level discussions on migration development, it was admitted that migration contributes to the development of some communities, and I adhere to this idea. So we should encourage contribution of the diaspora to implementation of the 2030 Development Agenda. In countries of immigration like Haiti, funds transfers, remittances from migrants eclipse official development assistance in terms of volume, hence the importance that our government attaches to emigration and immigration. In conclusion, I'd like to stress the fact that our government supports the recommendation contained in the Secretary General's report on a global pact for safe, regular, orderly migration, and we wish to see this implemented by all United Nations member states. I cherish the hope that the decisions taken during our work, that they will contribute to improving the status of migrants in host countries and to ensuring that their rights be upheld. Thank you.